christianisme, du stalinisme, du trotskisme, du communisme. Mais qui a déjà entendu parler du colonialisme, du néocolonialisme? Écoutez, je trouve cette œuvre absolument magnifique. D'abord parce qu'elle est très belle. Aussi bien la personne qui est représentée, on ne sait même pas si c'est un homme, un jeune homme ou une femme, etc. Et on se rend bien compte que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est quelqu'un qui est habité par le chagrin. Et j'avoue que j'ai même du mal à en parler sans être ému. Un chagrin qui est en rapport avec tout ce que l'histoire a apporté aux esclaves, aux descendants d'esclaves. Vous voyez que toute cette couronne, quelqu'un qui visitait l'exposition avec moi parlait de couronne d'épines. Bon, c'est ce qui est évidemment très fort comme suggestion. Et on voit donc cette couronne d'épines avec ces pauvres pendus, là. C'est toute cette horreur de ce qui a été fait. Et en même temps, la beauté de l'expression, presque la sérénité après ce chagrin, et qui renvoie à des mots, Forcel, Marquette. Bon, on voit bien la logique bêtement économique de cette affaire au départ. Voilà, un peu simplement parce que des gens d'Afrique ont voulu se faire de l'argent en vendant leurs frères. Des gens d'Europe ont voulu faire plus d'argent encore en allant les acheter, en les exploitant, en les utilisant sur les plantations pour ce sucre-là, ce canne à sucre qui est représenté dans bon. Et parce que donc l'appât du gain leur a ôté tout sens critique, tout sens moral, Moi, je voyais, M. Chota, il y a quelque chose qui me turlupine dans ce que vous venez de dire. J'aurais, moi, noir de peau, hein, on ne me voit pas, on vous voit à la caméra. J'aurais aimé, moi, noir de peau, vous entendre dire des gens d'Europe à cupidité ont voulu, et ensuite des gens d'Afrique l'ont fait. Je le prenais dans l'ordre chronologique. Vous savez, nous on n'a pas de complexe pour raconter cette histoire-là. Et évidemment que si il y a eu cette tragédie côté américain, c'est parce que l'Europe, qui était tellement friande de sucre, qui coûtait très cher, de coton, c'était le sucre surtout. L'Europe a voulu s'approvisionner en sucre, et s'approvisionner en sucre, ça voulait dire le cultiver là où les conditions de travail étaient terribles, et là où les hommes libres ne voulaient pas le faire. Donc il fallait trouver des esclaves. Les esclaves, on allait les chercher depuis des siècles, de l'autre côté du Sahara, pour faire du sucre. On en a fait. J'ai vu, excusez-moi de cette parenthèse, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est terrible de voir comme toute l'humanité est concernée. J'ai vu à Jéricho, bon, en Palestine, à un moment où, compte tenu des circonstances, il n'y avait pas beaucoup de visiteurs, des archéologues qui étaient là et qui déterraient des pains de sucre, exactement les mêmes qu'on trouve aux Antilles, qu'on trouve au Brésil, et qui étaient fabriqués de la même manière, avec la même main-d'œuvre. Voyez, bon, et au fil des siècles, la production de sucre s'est déplacée sur l'Afrique du Nord, jusqu'à l'océan Atlantique. Et là, on a continué aux Canaries, on a continué à Madère, et on a continué surtout dans les îles américaines, sur les deux continents américains. Et pour acheter et transporter les esclaves à ce moment-là, il fallait des gros bateaux. Il fallait des bateaux des gens du Nord. Les pirogues ne suffisaient pas, ou les caravanes ne suffisaient pas, il fallait des gros bateaux. Et c'est là que l'Europe s'est impliquée dans le trafic, parce que ça rapportait beaucoup d'argent. Ça rapportait beaucoup d'argent à chaque voyage, aussi bien triangulaire qu'en droiture, mais ça rapportait de l'argent surtout parce qu'on fabriquait de la plus-value en Guadeloupe, à Saint-Domingue, au Brésil, etc. Et cette plus-value qui était fabriquée par des esclaves au prix de leur malheur, au prix de leur mort. Bon, cette plus-value, on la retrouvait dans les comptes en banque des Européens concernés, évidemment. Bon. De quelle région de France êtes-vous, M. Chota? Pardon? De quelle région de France êtes-vous? D'ici. Moi, je suis de Guérande. C'est une vieille ville bretonne, près de Nantes,
Mais en fait, je me considère comme nantais. Je suis venu à Nantes faire mes études de droit il y a 50 ans. Bon, donc je suis resté à Nantes. Vous voyez, je suis. Vous êtes nantais. Je suis nantais. Voilà. Et si... vu ce que la Nantes a tiré de ce commerce honteux, est-ce qu'aujourd'hui vous avez honte d'être nantais? Non. Pourquoi non? Parce que, je veux dire, parce que je suis nantais, mais je suis aussi avocat, et pénaliste. C'est-à-dire que je défends souvent des gens, et je me trouve aussi du côté des victimes, enfin, c'est le sort des avocats pénalistes. Et je sais, comme tout le monde devrait le savoir, que la culpabilité, c'est quelque chose d'individuel. On est responsable de ce qu'on fait. On n'est pas responsable de ce dont on hérite, ni les malheureux, ni les heureux. On essaye d'être responsable de son époque, responsable de ce qui se passe de son temps, de l'histoire dont on a hérité. Voilà. Et voilà pourquoi on a fait les anneaux de la mémoire et pourquoi on fait ce type d'exposition. Parce que nous nous sentons, comme êtres humains, responsables, co-responsables de l'héritage collectif de cette tragédie. Bon. Mais je sais bien ce qui vous a heurté tout à l'heure, c'est que j'ai commencé dans la chronique. Oui, mais attendez, je revendique. J'ai commencé, et je le revendique avec mes amis historiens africains qui ont travaillé avec nous à ce scénario. Dans la chronologie de la vie d'un nouvel esclave, on commençait par l'arrêter, quelque part. Bon, c'était pas les négriers qui allaient arrêter au fin fond du Biafra ou du lac Tchad les esclaves. Il se trouve que c'était des sociétés traditionnelles qui répondaient à la demande considérable d'esclaves sur la côte, payés très cher, qui venaient bouleverser le marché des esclaves. Mais les esclaves, ils commençaient par être pris, par être mis en caravane, par être apportés sur les comptoirs et vendus. Pas de demande, pas d'offre. C'est vrai, mais vous savez bien, parce que vous connaissez l'histoire, qu'avant la grande offre, l'énorme offre atlantique, il y avait, disons, une offre comparable, plus étalée dans le temps, asiatique, saharienne, disons, parce que on sait que, par exemple, un héros russe comme Pouchkine était d'ascendance camerounaise. Bon, tout à fait. Voilà, bon, on sait bien tout ça. Bon. Donc, il ne s'agit pas, là, maintenant, au XXIe siècle, d'aller tirer des responsabilités du XVIIIe. Hein. On est plus au XVIIIe siècle. Je comprends bien, M. Chota. Dites-moi, est-ce que le néocolonialisme perpétré par les Bolloré aujourd'hui vous pose un problème? Alors, vous Nantais. Je n'aborderai pas trop cette question-là. Ça me pose problème comme citoyen français que des Français soient impliqués dans une exploitation capitaliste. Ça me pose problème, mais ça ne me pose pas plus de problème, cette exploitation capitaliste, par exemple au Cameroun ou au Sénégal, que ça ne me pose problème aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou en France. On est à l'époque de la mondialisation qui était inaugurée par le commerce triangulaire. C'était déjà la mondialisation. Mais écoutez bien ce que je vous dis. C'est qu'au-delà des responsabilités individuelles, la grande responsabilité, elle est morale. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on veut faire de l'argent sans scrupule, sans réfléchir à ce qu'on fait, au sens de ce qu'on fait. C'est à ce moment-là que les catastrophes arrivent. Que ce soit maintenant, par exemple, des catastrophes écologiques, où on va détruire des territoires, détruire un potentiel pour l'humanité, et on va le détruire parce qu'on veut faire quelques dollars de plus. Bon, mais c'était la même chose du temps de la grande traite sur l'océan Atlantique. Les gens, je connais bien cette histoire, je connais bien la littérature qui a été tirée de cette histoire, je connais bien les sources, je connais bien des lettres de gens qui ont été, on le sait, c'était une évidence, des salopards dans cette histoire. Ils ont été des salopards dans le cadre de leur activité d'esclavagiste, par exemple. C'était dans la vie quelquefois de bons époux, de bons pères, de bons citoyens, des gens honorables par ailleurs. Des gens normaux. Des gens normaux. Comme Hollande. Je ne dis pas que Hollande soit impliqué dans le commerce triangulaire. Je sais qu'il a beaucoup de critiques lui sont présentées ces temps-ci. Je n'irai pas jusque-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où l'on veut faire du fric, sans se soucier du comment, ni du pourquoi, ni des conséquences, eh bien, on aboutit à ce genre de catastrophe. Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant de visiter, de revisiter l'histoire de l'esclavage et l'histoire de la traite, parce que nous sommes les héritiers de cette époque-là, que l'on soit européen, africain, antillais, etc. Nous sommes les héritiers. Bon, c'est quelque chose que je dis, par exemple, à mes collègues. J'ai été élu de la ville de Nantes pendant presque 20 ans. Bon, et d'autres
collègues. Nous allons en reparler dans votre bureau si vous voulez bien, car c'est ce qui m'amène à vous aujourd'hui. Oui. Cette partie élective de votre vie. D'accord. Je termine juste ma phrase pour dire que j'avais l'habitude de dire avec un brin de provocation, vous avez bien compris que j'étais d'un naturel taquin, hein, et je disais à mes collègues antillais par exemple, d'origine antillaise, je dis mais mon vieux, mais t'es comme moi, un héritier du commerce triangulaire, tu es élu d'une ville qui s'est enrichie au XVIIIe siècle, sur la base de ce trafic. Nous sommes les héritiers. Bon, et maintenant, la question n'est pas de désigner des coupables passés, c'est trop facile. La question est de savoir ce qu'on fait maintenant, des conséquences de tout ça, et de l'esclavage qui continue. C'est ça qui nous paraît, à nous, aux anneaux de la mémoire, le plus important.